Aujourd'hui, j'ai rafraîchi la mémoire de ma lecture de Diderot, Paradoxe du comédien. Effectivement, l'une de mes références principales. Et tout de suite, je voulais dire la formule de Diderot qui, après tant de paroles et des exemples, il fait un résumé de son propos. Il n'y a que deux personnes qui se discutent là. Il y a un Diderot comme premier personnage. C'est exactement, littéralement la même construction que mon dernier roman qui est en train de s'écrire, la nuit, les nuits, qui s'appelle Aux yeux d'autrui. Alors, il n'y a que A et B, donc comme personnage chez moi pour l'instant. Bon, alors résumé de son propos serait: un bon comédien bien exercé, qui a du talent et des capacités supérieures, n'aura pas un caractère propre. Il n'aura plus un caractère et une subjectivité au sens propre du terme, mais il serait presque rien. Il ne dit même pas rien, et il n'aura rien. Il sera un rien, un zéro, et pourvu qu'il puisse entrer dans tous les pots, et qu'il puisse prendre tous les rôles, et on ajoute quelque chose, et s'exceller dans son métier. Faire étonner les gens, de pouvoir changer de rôle, entrer dans le pot de personnages si différents. Voilà. Alors, ce qui retient, c'est ce qui n'a pas de propre. Il aura une innombrable, pour ne pas dire infini, quand même, il aura du nombre illimité de personnalités. La nature ne donnerait, selon Diderot, qu'un seul caractère structuré, bien défini, à peu près une moyette, comme je disais hier, effectivement, une moyette, une petite A. Effectivement, c'est une énigme, c'est un paradoxe que un personnage, un comédien, soit dépourvu de toute moyette, et qu'il se dénude pour se travestir, pour dire exactement, en parole, en geste, en mimique, tous les affects, tous les Stimmung. Voilà, il faut... Moi, à partir de cette conclusion quand même, que j'avais retenue depuis très longtemps, et dans les notes, dans le parage de ces lignes, effectivement, moi j'avais écrit le nom de Robert Musil et son grand travail, L'homme sans qualité. Justement, j'avais utilisé plusieurs fois, à partir de Musil, cette interprétation. C'est parce que l'homme moderne, à l'époque de Musil, donc, n'a plus de propre, qui peut entrer dans tous les... il peut occuper toutes les positions, s'il veut. Effectivement, il s'agit d'une continuité de notre propos d'hier, c'est-à-dire génos mimetikon, platonicien, génos sophistikon. Et pour ajouter que Socrate, il n'est pas peut-être sophiste, il n'est pas de cette race de sophistes, mais il n'a pas une position, une génos propre à lui.
effectivement, c'est une interprétation de Jacques Derrida dans le livre de Cora, dans ses débuts, et parce que sa position ressemble énormément à Cora. Et Diderot aussi parle des éléments comme ça, ils ne nomment pas le nom de Cora, je lis en turc, mais il parle des éléments, effectivement, là où il y a ce qui n'a pas de probe, mais qui donne lieu à une multiplicité, qui donne des formes à des multiplicités illimitées, mais elle-même, ou bien lui-même, cette Cora elle-même n'a pas de forme, on ne peut même pas dire tout simplement informe, on peut le dire par approximation. Voilà, donc Diderot fait une interprétation de Cora, mais en plus, tout en parlant intensivement ou uniquement du comédien, de ce qu'il fait avec plusieurs exemples et tout, mais dans une paragraphe qui résume tout quand même, il utilise cette expression, ces personnages, ces comédiens, ils sont, en ce qu'ils n'ont rien de propre en soi, qu'ils peuvent être tout à la fois. Imaginez le XVIIIe siècle, c'est possible, à l'époque de Musil, dans un capitalisme quand même bien avancé, c'est possible, ce genre de personnages qui soient réels. Diderot dit que, comme les gens parmi lesquels aujourd'hui nous vivons ensemble. Et lui, il ne met pas parmi ces personnages, il se présente comme quelque chose, le plus souvent, comme la plupart des hommes, très inclin à la sensibilité, mais chaque homme dans un état affectif, enfin plusieurs états affectifs peuvent être énumérés, pas d'importance. Disons, sous le chaud de l'affect, l'homme, il est en sensibilité et c'est pas très inclin au discours ni aux rhétoriques. Donc, c'est pas un homme parlant, ou bien il peut hurler, il peut pleurer, se mettre en larmes, ou bien il peut montrer son enthousiasme, son extase avec les gestes, avec très peu de paroles, mais pas une parole élaborée chez un homme qui aura des sensibilités. Y compris les femmes bien sûr. Alors, en donnant l'exemple de soi-même, il dit que après coup, donc non pas sous le chaud, qu'il peut donner des réactions, il peut se retirer à une mélancolie parce qu'il n'a pas pu aborder à une jolie femme alors qu'un imbécile, un premier venu, sans demander la permission, il peut baiser plusieurs fois la main de cette dame, et alors que Diderot, dans un coin, en mangeant, en rongeant ses ongles, effectivement, il contemple la scène et il tombe dans une mélancolie. Voilà, sous le chaud, c'est ça, caractère apparemment de Diderot. Mais, dès que, par exemple, une conversation se prolonge par son interlocuteur, bien qu'il se sent injuste, etc., ça lui est égal, au niveau de parole, de rhétorique, à un moment donné, il devient plus fort que son interlocuteur. Il a ce pouvoir, mais il a un peu de temps quand même qu'il mobilise tous ses accessoires de parole et de l'art de persuasion, l'art de conviction et de toutes sortes de lieux
disons, on n'a pas de lieu commun, etc. Mais indépendamment d'être juste ou injuste, donc rhétorique, c'est à ça, une farce, voilà, une art de convaincre, de porter, disons, là-dessus, disons, en fait, se montrer plus supérieur et convaincant que son interlocuteur. Donc, lui aussi, en maîtrisant rhétorique, lui aussi, il est en quelque sorte comédien, mais quand même, il n'a pas perdu cette sensibilité. Il est petit mélancolique, une petite enfant battue chez lui, persiste. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut ajouter? Donc, il n'a pas sans forme, il a un petit homme, un gentilhomme qui a un caractère, un sale caractère, mais il peut le surmonter avec son éducation, avec sa rhétorique. Il n'est pas comédien, mais il connaît très bien le théâtre, mais lui-même, il a écrit quelques pièces de théâtre dont l'un est inachevé parce qu'il ne se composait que des résumés de répliques de plusieurs pièces de théâtre, donc c'est une patchwork incroyable et ça m'intriguait. Effectivement, ça a l'air d'un théâtre épique de citationnalité, donc une mise en tableau de son époque. Il a écrit sur la salon, donc sur la peinture aussi, il connaît des choses. Alors, il y a des gens comme Cora qui se promènent parmi nous dans nos sociétés, c'est-à-dire dans l'époque de Diderot déjà. À l'époque de Musil, c'est d'une manière encore plus tragique. Musil, effectivement, est différemment comique. Enfin, il donne un exemple d'un grand philosophe qui essaie d'écrire un grand commentaire à Aristote. Il s'appellerait probablement Thomas d'Aquin, mais son travail de commentaire dure plusieurs siècles. Donc il s'est enfermé chez lui. À un moment donné, son travail est achevé et il ouvre la portique de son manoir citadin. Eh bien, il voit que le monde est complètement changé. Il y a un motard qui passe devant la porte avec une vitesse incroyable. Il s'éteint. Un point, c'est tout. Voilà. C'est du comique pour moi. En ce qui concerne le commentaire de Aristote, interminable, pauvre Thomas d'Aquin, n'est-ce pas, qui a écrit un discours sur la gentille aussi, dans cette Somnum Theologicum, qui nous fait envie de travailler là-dessus. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, dans les mêmes parages, peut-être en bas de page ou au-dessus de page, il fait deux constatations très intéressantes. L'un consiste, sans nommer, un statut choral. L'analogie est très éclatante. Un homme qui n'a pas de taupe, sans forme, il n'a même pas une nature, il est dénaturé à ce point qu'il par l'éducation, par l'art, donc Janos technikos, disons, par une technique, il peut prendre toutes les formes. C'est comme quelque chose qui donne lieu à plusieurs formes, mais il est lui-même, il n'a pas une forme, il n'a même pas un choix, il n'a pas de caractère, il n'a pas de sensibilité justement. Il a des schèmes, des procédés, autre chose. Effectivement,
rhétorique ou bien l'art de parler ou persuasion n'est pas identifié à la déduction, parce que déduction aussi, à mon avis, chez Diderot, devient un cas de rhétorique. Donc c'est intelligible, mais comme disait Kant, effectivement, l'intellection ou intelligence n'est pas une vertu. On peut l'utiliser pour les mauvaises choses immorales. On peut s'exceller dans le mal avec l'intelligence. Par exemple, un savoir-faire très supérieur comme médecine peut servir à la fois à un homme, donc maîtriser les médicaments, pharmacon, exemple donné dans la métaphysique de Mersch par Kant. Donc maîtriser les médicaments pour tuer d'une manière avec un crime parfait un homme, c'est utile. Ce savoir-faire est pour guérir, soigner un homme malade. La même exactement science ou technique. Cette intelligence, un produit de l'intelligence, un savoir objectif, rien de sensibilité dedans, donc avec le sang-froid, on peut faire des assassinats, dit Kant. Effectivement, il connaît bien apparemment Diderot, parce que Diderot aussi utilise plusieurs fois cette expression de sang-froid. Donc, absence de sensibilité, maîtrise de la parole, maîtrise de dialectique, et être bon comédien. Effectivement, déjà une capacité de l'homme, mais plus en plus les hommes, ils ne concluent pas comme ça en disant plus en plus, mais nous vivons déjà parmi ces gens-là. Qui sont ces gens-là? Effectivement, je ne sais pas. Et on peut en donner plusieurs exemples, sans attendre le capitalisme. C'est les courtisans, pourquoi pas? Ils devraient être comme ça, sans une personnalité. Ils devraient s'adonner au roi ou au prince. Les enseignants, les pédagogues, ils n'ont pas droit de penser tout seuls, et ils devraient transmettre seulement une éducation, ou bien ils devraient apprendre sur commande, par commande, dans le petit palais, etc. Voilà, les sophistes aussi étaient des pédagogues, donc on donnait des cours à la charge de l'argent. Donc, sur commande, on enseignait sur commande, et à l'échange de l'argent. Dès qu'on parle de l'argent, effectivement, c'est moi qui ajoute tout cela. Il s'agit d'un métier et non pas une personnalité. On peut changer de position et de métier, etc. C'est le propre, impropre de notre époque. L'impropre, c'est notre propre. Voilà ma conclusion pour l'instant. C'est impressionnant, effectivement. et mimésis dans toutes les cultures existe. Dans la culture, effectivement, occidentale, c'est encore plus poussé. Mais hier, on parlait de fabulation. Ça ne manque pas de donner des anecdotes, des citations, de parler avec les proverbes, avec les maximes, et pour convaincre autrui, ou bien une assemblée. C'est-à-dire, les mêmes dictons peut aider à convaincre à ceci ou à cela. J'étais toujours un peu en distance parmi les gens populaires qui citent très souvent les proverbes pour
argumenter. Donc, c'est suspect pour moi. C'est sous l'apparence d'une argumentation plausible, on use des proverbes qu'on peut interpréter d'une manière complètement contraire aussi. Voilà un exemple qui peut se trouver en Orient. Mais effectivement, grande poésie ou style persan, c'est beaucoup plus profond que ce que j'ai dit. Je parle d'une manière de parler populaire uniquement. Alors, pour l'instant. Donc aujourd'hui, je veux parler en connexion avec Diderot, paradoxe du comédien, d'une autre bizarrerie ou bien un paradoxe peut-être. Effectivement, je veux parler d'un dessin que j'avais fait en 1984 au mois de mai, c'est bien noté, et relativement sur une grande papier et avec un crayon noir et à la style, disons, pour dire comme ça, un estampe japonais, mais ça peut être chinois aussi, parce que c'est plus inclin, enfin c'est une estampe japonais qui représente peut-être une atmosphère chinoise. Et, tout d'abord, il s'agit d'un dessin et du trait. Disons, Ries en allemand. Pensons un peu quand même, cette pensée développée par Heidegger, que je ne connaissais pas à l'époque très bien, à la fin de son grand article, L'origine de l'œuvre d'art, il a ajouté dans les années 60 un grand supplément. Là, il devient encore plus théorique après tant de développement qu'il a fait dans cette philosophie. Il parle d'une certaine Ries, et je dirais même Grundrisse pour citer un livre de Karl Marx qui aura voulu dire enfin une esquisse fondamentale déterminant quelque chose comme ça, Grundrisse. Et ce dessin, c'est mon Grundrisse. Je connaissais à l'époque ce livre de Karl Marx, sans bien comprendre. Mais effectivement, on se demandait pourquoi c'est traduit en turc avec une titre, un dame en allemand, donc ça n'a pas changé. Donc on cherchait vraiment la signification intraduisible, apparemment, de ce mot. Donc mon intérêt avec Ries viendrait là. Mais effectivement, je dessinais à l'époque de manière systématique, mais sur les petites surfaces, sur les petits cartons, en général avec crayon, mais j'essaie plusieurs sortes, donc clair-obscur, j'essaie de faire des ombres et tout, mais finalement j'ai remarqué que j'étais assez habile dans une trait, je dirais, nu. Sans clair-obscur, je voulais faire cet effet de volume, perspective, etc. Mais avec le trait aussi, avec le trait nu, je dirais, comme dans les estampes japonais, quand même, on suggérait une certaine perspective. C'est le cas aussi dans mon dessin. Mais à la fois, un autre régime de traits aussi était en vigueur. On peut distinguer deux régimes. Un régime ancien de traits
au japonais ou chinois, qui nie perspective. Par exemple, dans les miniatures ottomanes, on représente dans les faïences, comme on dit, voilà, dans les terres cuites, émaillées, porcelaine, etc., quand on représente mec, Jabé, etc., là, on n'arrive pas à faire la perspective, mais on le représente en même temps dans plusieurs aspects, simultanément, etc. Donc il y a un certain tâtonnement, une certaine inexpérience et un rejet de la perspective aussi. Effectivement, d'une part, suggérer cette comment ça s'appelle, ce qui est plus proche, ce qui est plus loin, donc un effet de profondeur qui se trouve dans le centre de mon dessin. Il ne s'agit que de figures humaines, une femme plus représentée plus haut, et un homme militaire guerrier, donc un chinois, je suppose, un samouraï japonais, ça m'est égal, mais les deux habillés de manière traditionnelle. Mon dessin suggère bien les habits de l'époque. Mais la femme est plus supérieure, c'est à noter. L'homme, bien qu'il est beaucoup plus fort et guerrier, il est plus en bas, peut-être qu'il est plus devant sa femme. Donc il n'est que deux humaines. Il est fort probable qu'il soit marié. Donc la femme très très élégamment habillée, mais il est supérieur par taille, non pas plus long, mais il a l'air d'être en arrière de son homme. Voilà. Il y a une expérience de la perspective voulue, je crois, par moi, pour montrer ce dilemme. Alors l'autre, le régime ancien de la perspective, qui nie toute profondeur, il ne s'agit qu'une cartographie. Donc mon dessin est vraiment très bien exemple pour raconter cette histoire. Je ne sais pas si j'ai si bien réfléchi tout ça à l'époque. Je connaissais un peu l'histoire de la perspective à partir de Gombrich, etc. C'est une grande question de raccourci, etc. Alberti, etc., etc. Donc je connaissais l'histoire douloureuse de l'invention de la perspective représenter le monde à l'échelle humaine, du point de vue de l'homme, de l'œil de l'homme, représenter la création. Effectivement, c'était presque une blasphème. Ça, je connaissais cette discussion très profonde. Donc, en dehors de l'Occident, je m'étais installé, m'attablé en Chine. Pour quelle raison? D'abord, je finis l'histoire de cartographie qui constitue toutes les contours, les parages, les cadres de mon dessin. Donc, je dessine d'une manière suggestive la carte de la Chine, et donc côté mer et côté montagneux, mais partout ressemble quand même, avec, parce qu'il y a des lignes ondulées qui ressemblent beaucoup aux vagues dans certaines positions, dans certains côtés, deviennent des lagunes et une côte assez, disons, mouvementée, irrégulière, avec les grandes lagunes, les mers intérieures, etc. Donc la côte, toujours suggérée, mais
dans la partie supérieure. Donc il n'y a qu'une seule ligne qui passe partout du dessin qu'il faut lire dans la direction de gauche de la supérieure, de gauche à droite et en descendant vers le bas, tout en descendant et continuant vers la gauche en bas et remontant encore. En haut, mais sans rejoindre, sans en faire un cercle complet. Et parce que il y a encore comme une frontière avec Moghalistan, et la ligne traverse le milieu aussi du tableau en toute ornementation des vagues, disons. Je suggère toujours des vagues parce que le dessin quand même pour moi des estampes propres du chinois et du japonais, c'est un mouvement non pas rectangulaire mais ondulation, je dirais, au sens où de faire des boucles, suggérant des vagues ou des vannes, donc mouvementées, une ligne très active et qui imite un peu les événements de la nature, de la terre, de l'air, le vent, les vagues, la mer. Vous voyez, et dans certains côtés, on peut penser aussi la flamme, c'est-à-dire l'élément du feu aussi. Donc, ce sont quatre éléments qui dirigeaient le mouvement de la ligne. C'est très important pour comprendre le dessin qui n'est jamais peint, qui est laissé comme ça. Et pourquoi je parle? Ce matin-là, je l'ai transposé en regardant, non pas en copiant. Je l'ai fait une deuxième version exacte, identique, un certain facsimile, disons, de mon dessin il y a 40 ans. Nous sommes aujourd'hui 2024. Le tableau est fait, donc le dessin est fait en 1984. Donc 40 ans plus tard, j'en étudie. Il y a quelques jours que j'ai fait, enfin en 2020 aussi, j'ai eu une petite envie de le transposer sur une toile que j'ai préparée pendant ma première maladie, mais ça n'a pas achevé alors que j'avais acheté tout ce qui est nécessaire, même faire mes toiles moi-même. Donc tout était déjà le processus de remake était commencé donc il y a 4 ans. Et maintenant, ce matin, j'ai fini quand même le dessin sur la toile. Donc je ne sais pas comment ça va évoluer. Je n'ai pas encore décidé sur le moyen de peindre à la japonaise. Donc, cartographie, pour l'instant, beaucoup plus importante. Je disais que les lignes qui passent partout de tout tableau et qui ne se rejoignent pas, mais qui fait une, disons, entre guillemets, une mer intérieure et qui, avec une transversale, rejoint vers le côté droite supérieure du tableau et il s'en rejoint, sans croiser aucunement le premier jet de la ligne qui traverse toutes les contours du tableau. Le moment où le plus proche à la connexion ou à la croisée de lignes qui ne sont qu'une seule ligne, ça fait une boucle comme une rose, petite boucle, qui n'est plus un événement, un fait naturel, comme montagne, un lac, etc., qui devient une écriture, franchement, commencer un peu une écriture chinois ou japonais, qui commence chinois ou japonais, mais qui finit en arabe. Donc, tout ce qui est en dehors de l'alphabet latin.
là, effectivement, le dessin, la ligne risque, après avoir imité tous les faits naturels, vagues, vent, feu, flamme, l'air, etc., devient l'écriture chinoise, pictogramme et écriture plus abstraite arabe. Alors, tout commencement de la ligne, on revient donc partie supérieure à gauche, tout premier commencement de ligne, qui reste toujours ouvert, c'est-à-dire le commencement, il y a quand même quelques figures très lointaines en forme d'une arc de penne qui deviennent des cèdres de chez nous. Les cèdres, c'est plutôt les arbres de cimetière. En Japon, je ne connais pas très bien symbolique, mais je connais quand même une esthétique de Tao à partir de Julien François, son livre admirable sur la pensée chinoise. Je suis entré dans l'atmosphère de Tao aussi il y a plusieurs années. Donc, les arbres, les figures, je sais très bien que dans les estampes, très importantes, leurs figures, ils n'aiment pas très bien les arbres trop droites, ils aiment les branchements, et même dans le jardinage, ils font, entre guillemets, ils font des greffes ou ils usent de violence aux branches pour qu'ils deviennent plus esthétiques, donc plus courbés. Donc, je reviens à mon première ligne qui commence à montrer des vagues lointaines, reflets, ombres des pagodes, très important pour Hegelianisme, cours d'esthétique, commencement de l'architecture, pagode. Ça commence comme ça, c'est-à-dire, ça n'est pas encore temple, ça n'est pas encore statue, mais des massifs, pierres massifs. Donc, mais assez bien ornementés pour suggérer les arbres. Voilà, je commence avec la pagode qui suggère en forme très lointaine des arbres, et la pagode, l'ensemble des pagodes fait une habitation, une civilisation, un commencement de civilisation et une culture de deuil et de minomousine, c'est-à-dire les cimetières, un culte des ancêtres. Là, effectivement, esthétique commence et se reflète sur les arbres, sur les formes des arbres, et les arbres cypères, ou bien cèdres, je crois que plutôt cypères, les arbres de cimetière chez nous, en ottoman, qui existent bien encore. Donc les cypères deviennent ondulants, dansants et courbés par la force naturelle, c'est-à-dire du vent. Voilà, notre histoire commence comme ça, n'est-ce pas? C'est comme une bande dessinée de la création du monde, ou l'origine des Chinois qui se racontent dans la carte même de la Chine. D'où vient cette idée de carte de la Chine? Vous pouvez effectivement deviner que ça vient de Borges. Donc, dans l'une des fables de Borges que j'avais lu à l'époque, qui est j'étais très influencé, et bien heureusement j'ai retrouvé dans le début de Les mots et les choses de Michel Foucault que j'en faisais lecture dans la même époque. Donc, c'est pas du tout insignifiant que dans ce dessin, il y a un renvoi à la carte chinoise contée par
Borges, selon Borges, un empereur chinois aura voulu un jour voir son pays, et non pas en vrai sur cheval, mais en carte quand même. Il voulait savoir un jour à quoi ressemblait son pays. Et donc il a mobilisé plusieurs artistes, cartographes, ingénieurs, et aller à quatre coins de son empire et en faire des cartes, mais il fallait que cette carte quand même représente la réalité. Il faut que cette carte soit à l'échelle de son pays. Voilà, cartographie chinoise, effectivement, par la plume de Borges, nous avait atterri, quoi. Nous étions atterrés, si l'expression est correcte. Ahuri. Et c'est cette carte dont il s'agit dans mon dessin. C'est une carte à l'échelle de son pays, et le roi, en fait, l'empereur, c'est probablement, c'est moi qui le représentais avec sa femme. Et il n'y a aucun autre fonctionnaire d'État représenté, mais les animaux de l'empereur. Parce que dans son pays, tout ce qui existe comme vivant, les animaux, disons les chiens, les poulets, les lapins, et les serpents, et même les petits insectes, infects, tout ce que j'ai représenté, je l'ai renommé. Je n'ai pas représenté tous les animaux, mais ces animaux étaient en kinésis. Ils couraient, les chiens coureurs et les lapins. J'ai omis un coq que j'avais représenté, mais j'avais ajouté sûrement un coq extraordinaire qui courait avec le chien et le lapin et même le serpent qui prenait au devant de cette grande cour. Il y avait un insecte, ce qu'on appelle chez nous 40 pieds, donc quelque chose très infect comme insecte, était bien représenté en tant que propriété de l'empereur dans mon dessin. Donc ce n'est qu'une interprétation d'un conte de Borges. Et Foucault, qu'est-ce qu'il fait dans tout cela? Il commence à les mots et les choses en nous critiquant d'une manière discrète les catégories aristotéliciennes pour dire que en dehors de l'Occident, il y a une culture d'énumération et de repérage et classification, mais ils n'ont pas du tout eu besoin de catégories comme celle d'Aristote et puis Kant a révolutionné ou développé. Ils n'ont pas eu besoin à cela. Quand ils faisaient une taxinomie de ce qu'il y a, ils n'avaient pas besoin d'un rapport d'espèce-genre comme chez Aristote. Il y avait une encyclopédie chinoise, effectivement, qui est comptée par Borges, disait Foucault, donc connexion se faisait comme ça. Donc, Foucault lui-même commençait à citer la conte de Borges en énumérant tous les animaux de l'empereur, avec une liste extraordinaire, effectivement. Là, effectivement, je ne suis pas de cette taille de faire toutes les
les dessins de toute la liste qui est extraordinaire, mais qui m'avait beaucoup marqué. Voilà. D'où viennent les origines de mon dessin, que j'en ai fait une remake ce matin, très tôt. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut ajouter? Voilà, il y a des vagues, il y a des lagunes. J'ai failli oublier. Il y a une nécropolis. Il n'y a que deux, non pas tombeaux, mais deux cadavres momifiés, bien préparés avec les tissus. C'est très visible et c'est juste en bas du dessin, donc en bas de deux personnages royaux et presque en dehors des frontières de la Chine. Dans le sud se trouve cette nécropolis privée de l'empereur, probablement sa mère et son père. Les deux ensemble, et aucun tombeau n'existe, aucun mausolée n'existe. Il n'y a que, dans toute cette nudité et simplicité, deux momies, bien cernées par les tissus. Et pour bien montrer qu'il y a un point, ligne de démarcation entre les vivants, animaux ou humains, ils étaient placés, ces deux sarcophages, disons, ce n'est même pas un sarcophage, ça n'existe pas de sarcophage, donc juste en bas et à l'extérieur des frontières. Tout en bas, donc on suggère un souterrain. Donc les mortels, les vivants, la terre et les cieux. Il n'y a pas de Dieu. Et il n'y a qu'une, pour suggérer le derrière, c'est-à-dire point de fuite de deux personnages royaux, il y a une sorte de temple quand même dessiné, sous forme encore de cypre ou de pin, et avec une source d'eau qui se bifurque vers l'homme et vers la femme, et ça constitue l'arrière-fond de leur topos, disons. Donc, seule perspective à l'occidental se trouve véritablement là, temple et le coulée de l'eau, rivière, qui se bifurque et qui se rapproche vers nous, qui coule vers nous, en respectant les lois nouvelles de la perspective occidentale. Et tout le reste, perspective au sens de régime ancien, donc ça n'existe pas une perspective, il n'y a que des quatre éléments, feu, terre, air, l'eau, qui travaillaient dans cette cartographie. C'est une description complète. Et il y a des armures, il est bien armé, cet empereur. La femme, par contre, elle est bien ornementée, elle est belle, elle est chic, élégante. Il n'y a pas d'enfant. Et les animaux sont vraiment dessinés très chinoises, et surtout le serpent qui ne manque pas de courir avec les autres chiens coureurs de l'empereur, bien que l'empereur ne les connaissait pas personnellement. Ça constitue une partie de son empire. C'est lui qui est Dieu, finalement, qui veut une carte facsimilaire de son pays, c'est-à-dire savoir son pays, savoir son étendue,
savoir jusqu'à où son souveraineté peut aller. Parce qu'étant un petit homme, il ne peut pas aller visiter tous les coins de la Chine. Et il a besoin de cette technicité qu'on appelle cartographie. Et il devait avoir un plan réduit de son pays, mais non, il veut l'entier pays sur la carte. Donc c'est un paradoxe à Diderot, un peu, si vous voulez.